Ces personnes conditionnées deviennent les gardiens de la matrice, les protecteurs du code, et ils agissent comme la police du contrôle mental et de l'endoctrinement. Le syndrome de l'agent Smith. C'est ainsi qu'on appelle cet état étrange où une personne, pourtant ordinaire, se transforme en un défenseur zélé d'un système qui la manipule. Cet état, je le connais bien. Il y a quelques années, j'étais moi aussi sous son emprise, un autre rouage dans la machine. Je croyais en ce que disaient les médias, en ce que décrétaient les élites, je consommais les informations comme un programme bien huilé qui s'exécute sans réfléchir. Mais peu à peu, j'ai commencé à percevoir les failles dans ce système parfait, à voir les coutures et à discerner quelque chose d'anormal, un sous-texte, presque comme si j'apercevais les lignes de code de la matrice elle-même. Tout a basculé en 2020, avec l'épidémie de Covid-19. Ce fut le déclic, la goutte de trop. Je ne suis pas médecin, ni épidémiologiste, mais quelque chose sonnait faux dans ce déluge incessant de peur, dans ce bombardement d'informations contradictoires. On nous disait de rester chez nous, de nous couper les uns des autres, de cesser de penser par nous-mêmes. Les médias nous nourrissaient d'une peur constante, orchestrée avec une synchronisation presque militaire. C'était comme si la réalité elle-même s'effondrait, laissant place à un mensonge parfaitement orchestré. J'ai commencé à lire, à chercher des sources d'informations alternatives, à écouter des voix que je n'aurais jamais pris la peine de considérer auparavant. Plus je m'ouvrais à ces perspectives différentes, plus je comprenais que tout ce que je considérais comme la vérité n'était qu'une illusion. C'était comme si je voyais enfin le code qui se cachait derrière ce monde, les élites manipulaient l'information, les médias les suivaient aveuglément, et nous, les citoyens, nous étions les pions dans cette partie d'échecs géante. Quand j'ai commencé à partager mes découvertes, mes proches m'ont regardé d'un œil sceptique. Certains ont souri, d'autres se sont moqués. Ils m'ont qualifié de complotiste, de paranoïaque. J'ai perdu beaucoup d'amis, des gens que je considérais presque comme de la famille. J'ai même coupé les ponts avec certains membres de ma propre famille. Ce n'était pas par choix, mais par nécessité. Ils refusaient de remettre en question ce qu'on leur montrait à la télévision, ce qu'ils lisaient dans les journaux. Ils refusaient de voir que tout ce en quoi ils croyaient n'était qu'une mise en scène savamment construite. Aujourd'hui, je vois encore tant d'agents Smith autour de moi. Ceux qui, à la moindre contradiction avec la version officielle, se transforment en défenseurs du système. Ils te lancent des regards noirs, te traitent de fou, refusent d'entendre autre chose que le discours dominant. Ce sont les pires. Leur visage se crispe quand on évoque la possibilité que le monde ne soit pas aussi simple qu'on leur a toujours dit. Ils défendent le mensonge avec une vigueur presque inhumaine, comme s'ils étaient programmés pour réagir ainsi. Je les appelle les cas extrêmes. Ceux qui croient dur comme fer à tout ce qu'ils entendent, qui ne remettent jamais en question la parole de l'autorité, et qui sont prêts à sacrifier leurs propres relations pour maintenir cette illusion. Ils pensent être éveillés, mais ils dorment, profondément. Ce sont ces amis, ces collègues, ces membres de la famille qui continuent de te regarder avec pitié, qui te disent « tu es perdu dans tes théories », sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes prisonniers d'une réalité construite de toutes pièces. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, ni si un jour tous ces agents Smith pourront voir la vérité. Mais ce que je sais, c'est que de plus en plus de gens se réveillent. Ce qu'il s'est passé en 2020 a été un catalyseur. Les gens commencent à comprendre qu'on les manipule depuis bien plus longtemps que ce qu'ils imaginaient. Ils voient les ficelles, reconnaissent le masque des élites qui se fissure. Peut-être qu'un jour, le système lui-même s'effondrera sous le poids de ces prises de conscience. En attendant, je continue de marcher sur cette voie solitaire, entre les éveillés et les dormeurs, avec l'espoir qu'un jour, les agents Smith pourront enfin voir le monde tel qu'il est réellement, un immense champ de manipulation, où les vérités sont cachées sous des couches et des couches de mensonges bien tissés. C'était un simple dîner de famille, rien d'extraordinaire. Je me souviens que tout le monde était détendu, parlant de choses banales, de la météo, des vacances d'été à venir. On a abordé quelques sujets politiques comme on le fait toujours, mais rien de vraiment intense. C'est là que j'ai mentionné, sans vraiment y réfléchir, une affaire de corruption récente qui avait éclaboussé un politicien local. Je pensais que c'était un sujet neutre, d'autant plus que ça concernait un individu que personne dans la famille n'appréciait particulièrement.
Mais à peine avais-je prononcé les mots corruption et politique véreux que l'atmosphère a changé. Mon oncle, d'habitude si calme, a lâché sa fourchette et m'a regardé d'un air choqué. Puis, soudain, tout le monde s'est mis à parler en même temps, presque en criant. « Pourquoi tu écoutes ce genre de conneries? C'est juste des rumeurs, tu te laisses manipuler par les médias d'extrême droite maintenant. » Je ne comprenais pas. Je pensais juste que c'était un fait établi, quelque chose que tout le monde savait. Mais apparemment, même dans ma propre famille, évoquer ces scandales était interdit. Le plus surprenant, c'est que ma tante, qui était d'accord avec moi 5 minutes avant sur la qualité de la bouffe de ce restaurant, a subitement changé de comportement. Elle me fixait, les sourcils froncés, me demandant si j'étais devenu un de ces complotistes. Tout est parti si vite. Ce n'était même plus une conversation mais une sorte de tribunal improvisé où je devais me justifier d'avoir dit ce que je croyais être une simple vérité. Quand j'ai essayé de leur expliquer que mes sources étaient fiables, que je n'inventais rien, ils ont refusé d'écouter. La situation est devenue si tendue que je me suis levé et suis sorti de la pièce. Derrière moi, j'entendais des murmures, des gens qui disaient que j'étais perdu ou que j'avais changé. C'était étrange. Comme si je ne faisais plus partie de ce cercle familial, comme si une simple opinion, une simple phrase avait suffi à me faire rejeter. Je n'avais jamais ressenti une telle hostilité auparavant. Et depuis ce jour, les dîners de famille n'ont plus jamais été les mêmes. On m'évite sur les sujets de fond, et si je m'approche de trop près, tout le monde change de sujet. C'est comme marcher sur un fil. Et je me demande encore comment tout ça a pu dégénérer aussi vite. Dans le film Matrix, l'agent Smith a la capacité d'entrer dans n'importe quel corps, à n'importe quel moment, surtout lorsque le système est menacé par Neo. Cette capacité est une métaphore de notre monde réel. Par exemple, imaginez que vous discutez tranquillement avec un ami, tout se passe bien jusqu'à ce que vous mentionniez que les attentats du 11 septembre étaient une opération interne, ou que les vaccins contre le Covid étaient une arnaque. Regardez ce qui se passe ensuite, l'agent Smith apparaît, prenant le contrôle de la personne avec qui vous discutiez pour vous attaquer, car toute vérité menace le système. La plupart des gens sont programmés depuis leur naissance par le système de l'agent Smith. Ces personnes conditionnées deviennent les gardiens de la matrice, les protecteurs du code. Ils agissent comme la police du contrôle mental et les défenseurs de l'endoctrinement qui soutient notre concept déformé de la réalité. La prochaine fois que vous abordez un sujet dit controversé avec quelqu'un, ne perdez pas votre énergie à essayer de leur fournir des faits ou des preuves. Évitez de leur donner une avalanche de détails sur le World Trade Center 7, le golfe du Tonkin, ou d'autres événements similaires. Posez-leur plutôt des questions simples. Que savez-vous réellement du World Trade Center 7 ? Ou quelle est votre version des événements du golfe du Tonkin ? Ou encore, qu'est-il arrivé aux 2,3 trillions de dollars que Donald Rumsfeld a mentionnés comme disparus ? Vous découvrirez rapidement qu'ils ne savent rien de ces événements sur lesquels nous avons, pour beaucoup d'entre nous, mené de longues recherches. Le plus souvent, vous obtiendrez des réponses du genre « Tout ça, ça a déjà été débunké ». Mais sans jamais avoir d'éléments concrets pour étayer ce genre de déclaration. Je parle par expérience, car j'ai souvent commis l'erreur de déballer toutes sortes d'informations à des personnes qui n'avaient aucun intérêt pour ce que je disais. À la place, renversez la situation, demandez-leur pourquoi, selon eux, le 11 septembre n'était pas une opération interne. Ou encore pourquoi la liste des personnes ayant des liens avec Jeffrey Epstein n'est pas rendue publique. Dire qu'un sujet a été débunké n'est pas une réponse valable. Refusez cette paresse intellectuelle. Trop de gens se complaisent dans des opinions sur des sujets qu'ils n'ont jamais vraiment étudiés. Il est temps de renverser la charge de la preuve, de leur demander de défendre leur position de façon claire et argumentée. En fin de compte, ceux qui se contentent de répéter des phrases toutes faites sans apporter de véritables explications sont simplement des émissaires du système, programmés pour protéger la matrice à tout prix. On se voyait régulièrement, tous les vendredis soirs, pour boire un verre et discuter de tout et de rien. C'était notre moment à nous, une bulle de décompression après une semaine de boulot. Ce soir-là, la conversation s'est orientée vers la technologie, les réseaux sociaux et comment ils influencent nos vies. C'était un sujet passionnant,
et je me suis senti à l'aise de partager quelques réflexions que j'avais eues en lisant un article sur la manière dont certaines entreprises technologiques utilisaient les données personnelles pour orienter les comportements de vote. Je pensais que mes amis seraient intéressés. Après tout, on discutait souvent de l'évolution de la société et des impacts de la technologie. Mais dès que j'ai commencé à parler des influences politiques et des programmes de surveillance, j'ai senti un changement dans l'air. L'un d'eux m'a coupé, « T'en fais pas un peu trop ? Tu penses vraiment qu'ils contrôlent tout ça ?» J'ai répondu calmement, en expliquant que certaines informations étaient publiques, que des scandales avaient déjà éclaté, prouvant ces manipulations. Et là, tout le monde s'est braqué. Ils ont commencé à me bombarder de questions, à me dire que je devenais paranoïaque, que je lisais n'importe quoi sur Internet. Pourtant, je m'efforçais juste de poser des faits, de partager des recherches. Mais c'était comme si, d'un coup, ils ne voulaient plus m'écouter. L'un d'eux, d'habitude très ouvert, a même dit que si je continuais à croire ces bêtises, il ne pourrait plus me prendre au sérieux. Ça m'a blessé, je dois l'avouer. Après cette soirée, les invitations se sont faites plus rares. On ne m'appelait plus autant qu'avant. Quand on se revoyait, ils évitaient certains sujets, comme si parler de ce que je pensais les mettrait mal à l'aise. Je suis devenu l'ami bizarre qui voit des complots partout, alors que je voulais juste engager des discussions constructives. Depuis, j'ai compris que parfois, il vaut mieux se taire, même avec ceux qu'on croyait être ses plus proches amis. J'étais simplement venu pour obtenir un certificat médical nécessaire à la poursuite de mon entraînement de jiu-jitsu brésilien. En pleine forme, musclé pour mon âge, je considérais cette consultation comme une formalité. Je n'avais pas de problème de santé particulier, je me sentais en excellente condition physique, et il s'agissait juste de confirmer officiellement ce que je savais déjà. Mais ce qui devait être une simple formalité s'est transformé en un moment déroutant et tendu, où le médecin a littéralement changé d'attitude sous mes yeux, comme si l'agent Smith s'était soudain réveillé pour défendre le système à tout prix. Le médecin est entré dans la pièce en soufflant bruyamment, visiblement essoufflé. C'était un homme corpulent, dont l'embonpoint témoignait d'une santé loin d'être optimale. J'ai immédiatement ressenti une certaine dissonance. Comment quelqu'un dans cet état pouvait-il être en mesure d'évaluer mon aptitude physique ? Pourtant, je n'ai pas laissé transparaître mon scepticisme. Je l'ai salué poliment et il a rapidement balayé du regard le formulaire que j'avais rempli. Ses sourcils se sont froncés presque imperceptiblement, comme s'il cherchait déjà une faille, un élément à contester. Sans préambule, il m'a demandé mon carnet de vaccination. Pris au dépourvu, j'ai expliqué que je ne l'avais pas avec moi, car je n'avais jamais eu besoin de ce document pour un certificat sportif auparavant. Immédiatement, son visage s'est fermé. C'est à ce moment précis que l'atmosphère a basculé. Il m'a questionné sur mon statut vaccinal, particulièrement à propos des vaccins contre le Covid et des doses de rappel. Quand j'ai répondu que je n'avais pas pris ces vaccins, que ce soit la première dose ou les boosters, il a brusquement changé d'attitude. Son regard est devenu perçant, et je pouvais presque sentir l'animosité monter. À partir de là, son ton a changé. Il ne me regardait plus comme un simple patient, mais comme une sorte de menace ou d'élément perturbateur. J'ai mentionné que, compte tenu des complications que j'avais observées chez des proches après avoir reçu les vaccins, je n'avais pas jugé nécessaire de me faire vacciner. À mes yeux, c'était une décision personnelle, réfléchie, fondée sur des observations directes et des recherches que j'avais menées. Mais il ne semblait pas du tout intéressé par mes raisons. Il paraissait même agacé que j'ose justifier mon choix. Au fur et à mesure que je parlais, il a commencé à me couper sèchement, comme s'il ne voulait pas entendre ce que j'avais à dire. Ses sourcils se fronçaient davantage à chaque phrase que je prononçais. Il a commencé à hausser la voix, en me bombardant de questions sur les sources de mes informations, tout en me reprochant de mettre en danger la santé publique en refusant la vaccination. J'essayais de rester calme, de lui expliquer que j'avais lu de nombreuses études montrant que le risque d'effets secondaires graves après le vaccin était supérieur, pour certains groupes d'âge, au risque réel de complications liées au Covid. Mais il ne voulait rien entendre. Je pouvais presque voir l'agent Smith s'éveiller en lui, comme si ma simple présence et mes mots remettaient en cause une réalité qu'il devait à tout prix protéger. Ses réponses devenaient de plus en plus agressives, répétitives. Il ne fournissait aucune contre-argumentation concrète, se contentant de me répéter que les vaccins étaient sûrs et efficaces.
Je lui ai cité des faits, mentionné des études, parlé de cas concrets de proches qui avaient eu des problèmes de santé suite aux injections. Rien ne semblait l'atteindre. À un moment, il s'est mis à parler plus fort, presque en criant, répétant que tout cela n'était que des bêtises, de la désinformation. Sa réaction était totalement disproportionnée par rapport à la situation. J'avais la sensation qu'il ne répondait plus en tant que médecin, mais qu'il agissait comme un défenseur acharné d'un dogme. C'était comme s'il s'était transformé en un automate programmé pour rejeter toute forme de critique ou de questionnement concernant le sujet des vaccins. Je me suis retrouvé face à une personne qui, manifestement, ne cherchait pas à écouter ou à comprendre, mais à me faire rentrer dans le rang. Malgré ses protestations, il a fini par me signer l'attestation. Mais tout son comportement transpirait l'amertume et l'agacement. Il griffonnait le document avec des gestes brusques, comme s'il me faisait une faveur dont je ne méritais pas de bénéficier. Il n'a pas cherché à me poser les questions habituelles sur ma pratique sportive ou sur ma santé générale. Son unique préoccupation semblait être mon statut vaccinal et mon refus de me conformer. Quand il a terminé, il a poussé le papier vers moi sans même me regarder. Je l'ai remercié d'un ton neutre, mais il n'a rien répondu. Pas un mot, pas un regard. Il est resté assis, fixant obstinément son écran d'ordinateur, les lèvres serrées. Je me suis levé, la tension palpable. En sortant de la salle, j'ai senti son regard peser sur moi, un mélange de frustration et de dégoût à peine dissimulé. Pas un mot de départ, pas un au revoir. Rien. En quittant le cabinet, j'étais partagé entre l'amusement et l'incrédulité. J'avais l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'irréel, une scène où la logique et le bon sens s'étaient effacés pour laisser place à un réflexe presque pavlovien de rejet et de condamnation. Ce n'était plus un médecin que j'avais eu en face de moi, mais un agent Smith qui s'était levé pour défendre la matrice de toutes ses forces, sans même réfléchir. Cela faisait quelques mois que j'avais rejoint un groupe de parents d'élèves. J'ai 2 enfants en bas âge et c'était rassurant de faire partie d'un groupe avec qui échanger sur l'éducation, les activités parascolaires, et même sur les petits tracas du quotidien. Les réunions mensuelles étaient une occasion de se soutenir et de trouver des solutions ensemble. C'était un vrai plaisir d'être entouré de gens qui partageaient les mêmes préoccupations que moi. Lors d'une de ces réunions, alors que le groupe discutait des nouvelles mesures sanitaires imposées dans les écoles, j'ai voulu apporter mon avis. J'ai commencé par dire que je comprenais l'importance des règles sanitaires, mais que certaines des mesures appliquées semblaient exagérées, notamment pour les plus jeunes. J'ai mentionné que j'avais lu plusieurs études qui suggéraient que l'impact psychologique de certaines restrictions, comme l'isolement des enfants ou le port du masque en continu, pourrait avoir des effets à long terme sur leur développement. Je n'étais pas en train de rejeter les mesures en bloc, mais d'exprimer une préoccupation légitime en tant que parent. À ma grande surprise, à peine avais-je commencé à parler que plusieurs parents ont levé les yeux au ciel, d'autres ont croisé les bras, visiblement agacés. L'une des mères, très impliquée dans le groupe, m'a regardé fixement. « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu es en train de minimiser le danger pour nos enfants. » J'ai essayé de la rassurer, de lui dire que ce n'était pas du tout mon intention, mais elle m'a coupé net. « Si tu ne veux pas suivre les règles, tu mets tout le monde en danger ici. » La discussion a rapidement dégénéré. Certains ont commencé à chuchoter entre eux, d'autres me fixaient avec des regards réprobateurs. Un père que je connaissais bien a pris la parole. « On n'a pas besoin de ce genre de discours dans ce groupe. Nos enfants doivent être protégés, et si tu n'es pas d'accord avec ça, peut-être que tu devrais envisager de quitter le groupe. » Je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais accusé de mettre les enfants en danger, alors que je parlais simplement de l'impact potentiel sur leur bien-être mental. La présidente du groupe a tenté de calmer les esprits, mais c'était trop tard. La méfiance s'était installée. Quand la réunion s'est terminée, personne ne m'a adressé la parole. Les parents, qui jusque-là étaient amicaux et accueillants, semblaient maintenant m'éviter. En quittant la salle, j'ai entendu une mère murmurer « Il ne faut pas qu'ils reviennent. On a déjà assez de soucis comme ça. » Les jours qui ont suivi, j'ai reçu un mail du comité des parents m'informant que, suite à ma prise de position discordante, il serait préférable que je ne participe plus aux discussions. Ils m'ont poliment invité à prendre du recul et à réfléchir aux conséquences de mes paroles. Je me suis retrouvé exclu d'un groupe dont je faisais partie depuis des mois,
tout ça pour avoir osé poser des questions. Depuis cet incident, ma relation avec les autres parents a changé. Aux sorties d'école, ils m'évitent, font semblant de ne pas me voir. Je suis devenu une sorte de paria. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. Tout cela parce que j'avais osé exprimer une inquiétude que beaucoup, j'en suis sûr, partageaient en silence. Mais ils préféraient se taire plutôt que de risquer de subir le même sort. C'était lors d'une soirée ordinaire, entourée de visages familiers, que j'ai réellement pris conscience de ce phénomène. Dans une discussion qui devenait de plus en plus passionnée, j'observais attentivement. Certains se battaient pour leurs idées, qu'importe le coup, mais d'autres se contentaient de hocher la tête, lâchant ici et là quelques phrases convenues. C'est alors que j'ai compris, ils ne défendaient pas leur propre opinion, ils s'adaptaient. Comme s'ils avaient appris à se couler dans le moule de la matrice, convaincus que tant qu'ils répétaient la pensée dominante, l'agent Smith les épargnerait. Pour ces hommes, ce n'est pas une question de conviction, mais une stratégie de survie. Ils savent qu'ils ne peuvent ni défendre ni imposer leurs idées dans un débat, et encore moins lors d'une confrontation physique. Leur instinct n'est pas de se battre, mais de se fondre, de se plier au code ambiant, de devenir presque invisibles, des rouages dociles dans un système qui les protège tant qu'ils se conforment. Ils savent qu'en adoptant la posture idéologique qui prévaut, ils évitent d'être perçus comme des anomalies à corriger ou, pire, à éliminer. Ce qui m'a frappé, c'est que plus je les observais, plus ils me rappelaient ces individus qui, dans la matrice, vivent en parfaite harmonie avec le programme, incapables de s'en libérer. Ils évoluent sans effort dans un environnement façonné pour eux, adoptant chaque mise à jour d'opinion sans poser de questions, comme si cela leur garantissait d'être épargnés par l'agent Smith. L'agent Smith, c'est cette autorité invisible qui surgit dès qu'une voix s'élève, dès qu'une pensée divergente émerge. Il la supprime, l'écrase, la réduit au silence, et ces hommes l'ont compris, tant qu'ils s'alignent, ils sont en sécurité. C'est une adaptation quasi instinctive, un réflexe de survie sociale. Leur corps est fin, presque fragile, trahissant un manque d'engagement physique ou de discipline personnelle. Ce ne sont pas des hommes qui s'aventureraient dans un conflit réel, qui se dresseraient face à l'opposition. Non, ils préfèrent le confort d'une conformité numérique, où tout se joue derrière un écran, protégé par la distance et l'anonymat. Là, ils se sentent à l'abri, répétant les mantras dominants comme si chaque mot qu'ils écrivent sur un clavier les connectait davantage au système, les assurant que l'agent Smith continuera de les protéger. Pour eux, être en désaccord avec la majorité n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Alors, ils se glissent dans le flux dominant, adoptent chaque nouvelle norme avec une aisance presque surnaturelle, comme si leur survie en dépendait. Ils évitent de réfléchir par eux-mêmes, n'osent jamais contester l'autorité. Ce qu'ils cherchent, c'est l'acceptation, la sécurité d'une opinion partagée par le plus grand nombre. C'est pourquoi, lorsqu'on observe certains milieux où un courant idéologique est surreprésenté, on y trouve souvent ce type d'hommes. Ils sont omniprésents là où la conformité règne. Ce ne sont pas des leaders, ni des penseurs indépendants. Leur dépendance à l'opinion dominante est telle qu'ils se sont eux-mêmes programmés pour y survivre, ne réalisant pas que ce faisant, ils se rendent esclaves de ce système. Ils savent qu'en se pliant à la matrice, l'agent Smith, ce gardien de la conformité, les protégera du monde extérieur, des confrontations, des idées dangereuses et du rejet social. C'est un choix par défaut, un instinct de survie devenu réflexe, se fondre, se conformer, et espérer qu'ainsi, ils ne seront jamais les cibles du programme. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce choix, fait par commodité, les déshumanise peu à peu, les transformant en simples extensions du système, incapables de s'en libérer, incapables de voir qu'ils ne sont plus que des copies conformes, vides d'une véritable essence. C'est dingue comme, dès qu'on essaie de parler sur Internet de sujets qui sortent des discours dominants, les gens deviennent immédiatement hostiles. Par exemple, je me souviens d'une discussion sur Reddit où ils se moquaient des adeptes de QAnon. D'accord, je comprends qu'on puisse ne pas les prendre au sérieux, mais j'ai juste laissé un commentaire disant qu'ils étaient parmi les seuls à s'approcher de l'exposition du trafic humain massif qui a lieu en coulisses. J'ai mentionné qu'environ 8 millions d'enfants disparaissent chaque année, un chiffre que l'on peut trouver en faisant une simple recherche sur Google. Aussitôt, mon commentaire a reçu plus de 50 votes négatifs, et les gens ont commencé à me traiter de tous les noms possibles.
Tout ça pour avoir soulevé un fait inquiétant concernant la disparition d'enfants. C'est comme si ces personnes se transformaient en agents Smith de la matrice dès qu'on évoque un sujet controversé, prêtes à tout pour protéger leur état de sommeil. On dirait qu'ils se battent désespérément pour préserver leur propre ignorance. C'est exactement ce qui est arrivé à Alex Jones. Pendant des années, il a parlé de l'île d'Epstein, de réseaux de trafic d'êtres humains et d'autres sujets, et tout le monde l'a traité de fou, de complotiste. Mais qu'est-ce qu'on a découvert des années plus tard? La plupart des choses qu'il avait dites étaient vraies. Il était au courant bien avant tout le monde, mais personne ne voulait l'écouter. La situation est tellement ironique, ceux qui crient le plus fort pour défendre la vérité officielle sont souvent ceux qui ne se donnent même pas la peine de creuser un peu plus. Ils se contentent d'accepter ce qu'on leur dit, et dès que quelqu'un sort du rang, ils attaquent, presque par réflexe, sans même réfléchir. C'est exactement ce que la matrice représente, un système où toute tentative d'éveil ou de remise en question est immédiatement réprimée par les gardiens du système, que ce soit les médias, les plateformes en ligne, ou même des utilisateurs lambda. Heureusement, des choses commencent à changer. Par exemple, quand Elon Musk a racheté Twitter, cela a ouvert un espace où les discussions peuvent être un peu plus libres. Avant, sur les réseaux sociaux classiques, tout ce qui sortait des discours dominants était censuré ou étiqueté comme désinformation. Maintenant, on a au moins une plateforme où on peut parler de ces sujets sans être immédiatement ostracisé. Mais le problème reste le même, dès qu'on aborde ces sujets, les gens réagissent violemment. Pourquoi ? Parce que remettre en question leurs croyances revient à menacer leur confort intellectuel. Beaucoup préfèrent s'en tenir à ce qu'ils connaissent, même si cela signifie fermer les yeux sur des vérités troublantes. Au lieu de se demander si ce qu'on dit est plausible ou mérite réflexion, ils préfèrent attaquer le messager. Cela montre bien à quel point notre société est conditionnée. Ces réactions extrêmes montrent que les gens ne sont pas simplement désintéressés par ces sujets, ils sont activement opposés à eux. Ils se comportent comme des défenseurs de la matrice, luttant pour protéger leur version de la réalité. En fin de compte, ce type de censure sociale est plus puissant que la censure officielle. Ce sont les gens eux-mêmes qui régulent le discours, qui empêchent les idées alternatives de circuler, même sans intervention extérieure. C'est pourquoi il est si difficile d'aborder ces sujets, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle. Pourtant, il est essentiel de continuer à poser ces questions, de continuer à chercher et à partager des informations, car c'est la seule façon de briser ce cercle vicieux d'ignorance et de préjugés. La gauche représente l'agent Smith dans Matrix 3. Dans le film, Smith est devenu si puissant qu'il finit par surpasser le système qu'il était initialement programmé pour protéger. Il parvient même à convertir Neo, l'opposant ultime, symbole de la résistance. Pourtant, en transformant Neo et en absorbant tout ce qui l'entourait, Smith perd son but. Il ne réalise pas que, sans adversaire, il n'a plus de raison d'exister. Ce vide existentiel le conduit à retourner à la source du code, se désintégrant sous le poids de sa propre victoire. De la même manière, on peut observer un phénomène similaire dans l'Occident contemporain. La gauche, caricaturée par certains comme la gauche soyeuse en raison de sa sensibilité perçue et de sa domination culturelle, a su tirer profit de la montée d'Internet pour se renforcer. En quelques années, elle a réussi à s'approprier les grandes plateformes médiatiques, à infiltrer les milieux du divertissement comme Hollywood, et à gagner une influence décisive dans le paysage politique. Par cette ascension, elle a imposé ses valeurs et ses idées, éradiquant progressivement toutes les voix dissonantes. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est qu'en s'installant au sommet, elle devenait elle-même l'incarnation du système, l'autorité qu'elle avait tant critiquée. Pendant des décennies, la gauche s'est définie comme la force contestataire, le mouvement qui défiait les normes établies, qui se battait contre l'oppression. Son énergie émanait de son rôle d'outsider, d'éternel rebelle face à un pouvoir supposément conservateur. Maintenant qu'elle occupe ce pouvoir, elle se retrouve dans une position paradoxale. Ayant éliminé ses opposants ou les ayant assimilés, la gauche se trouve face à un vide idéologique. Elle ne sait plus contre qui diriger son discours de résistance, puisqu'elle est désormais celle qui dicte les règles du jeu. Les conséquences de cette situation se manifestent de plusieurs manières. On observe une multiplication de conflits internes, où chaque sous-groupe cherche à se démarquer et à affirmer sa propre identité. Les luttes d'autrefois, basées sur la lutte de classe ou les droits civiques,
sont remplacés par des débats de plus en plus nichés et polarisants, questions de langage, micro-agressions, intersectionnalité. La quête de pureté idéologique devient alors le nouveau champ de bataille. La gauche, en l'absence d'un adversaire externe, s'attaque à elle-même. Chaque divergence de pensée, même infime, est perçue comme une trahison, et chaque figure publique qui dévie de la ligne du parti est immédiatement annulée ou rejetée. Ce processus d'autocritique et de purification continue ne fait que fracturer davantage le mouvement. De plus, cette fragmentation interne crée une incapacité à prendre des décisions cohérentes et efficaces. Chaque initiative est scrutée sous la loupe de la conformité idéologique, et toute tentative de consensus est bloquée par des divergences de points de vue sur des détails. Cela entraîne une paralysie progressive, alors même que le mouvement avait pour but initial de promouvoir le changement. La gauche devient, tout comme l'agent Smith, une force qui se retourne contre elle-même, dévorée par son propre succès. À l'image de Smith, qui finit par se dissoudre parce qu'il a absorbé tout ce qu'il pouvait absorber, la gauche contemporaine semble se diriger vers une forme de désintégration. L'ironie est frappante, en prenant le contrôle absolu du discours culturel et politique, elle a perdu la flamme qui l'animait autrefois. Sans ennemis à combattre, sans système à renverser, elle se retrouve piégée dans une dynamique où la seule opposition restante est sa propre diversité interne. La leçon à en tirer est peut-être celle de l'équilibre. Un mouvement, quel qu'il soit, a besoin de confrontation et de diversité d'opinions pour évoluer. En devenant l'unique force dominante, la gauche a mis en place les bases de sa propre stagnation. Tout comme l'agent Smith, elle a perdu de vue son objectif initial, et en cherchant à tout contrôler, elle s'est finalement emprisonnée dans un cercle vicieux de destruction. Je ne sais pas quand exactement j'ai commencé à voir les choses différemment, mais il y a un moment où tout s'est éclairci, où le voile s'est levé. Peut-être que ça s'est fait progressivement, après des discussions répétées avec des amis, des collègues, des membres de la famille. À chaque fois, c'était la même chose. J'abordais un sujet qui me semblait intéressant ou important, quelque chose qui méritait d'être exploré en profondeur, et, systématiquement, je me retrouvais face à des réactions qui n'avaient aucun sens. C'est comme si les gens n'étaient que des coquilles vides, des personnages non-joueurs, figés dans un scénario préétabli. Je pouvais presque prédire leurs réponses avant qu'ils ne les donnent. Ils se contentaient de répéter des phrases toutes faites, comme s'ils appuyaient sur un bouton interne pour sortir la réplique automatique. C'était hallucinant. Peu importe le sujet, peu importe l'angle que j'abordais, ils ne semblaient pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Quand je posais une question un peu plus poussée, une question qui les forçait à sortir du cadre habituel, à réfléchir en dehors des sentiers battus, je voyais immédiatement le changement. Leur visage se fermait, leur regard devenait vide, comme si j'avais activé un programme de sauvegarde. Ils répétaient alors des choses qu'ils avaient entendues quelque part, sans vraiment y croire eux-mêmes, et si je continuais à insister, à leur demander de m'expliquer pourquoi ils pensaient cela, ils commençaient à devenir inconfortables, comme si je perturbais un équilibre fragile. J'ai remarqué que, dans la plupart des cas, leur première réaction, c'est de détourner la conversation. Ils n'ont pas envie d'y entrer, comme si le simple fait d'examiner un sujet en profondeur menaçait leur tranquillité mentale. Ils finissent toujours par me dire que je deviens trop sérieux ou que je complique les choses inutilement. Mais ce que je trouve le plus troublant, c'est que, même quand ils se trouvent confrontés à des questions simples, des questions qui ne devraient pas provoquer un tel blocage, ils préfèrent éviter, fuir la discussion. Comme si, au fond, ils savaient que leur réponse était superficielle, qu'elle n'avait aucun fondement réel, mais qu'ils étaient prêts à se battre pour les défendre sans vraiment les comprendre. C'est là que l'idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si ces gens n'étaient tout simplement pas capables de penser par eux-mêmes? Je ne dis pas ça par arrogance ou par condescendance, mais vraiment, je me demande si ces personnes sont véritablement conscientes ou si elles ne sont que des entités programmées pour réagir de manière prédéfinie, comme dans un jeu vidéo. Dans un jeu, les personnages non-joueurs sont là pour peupler le monde, donner une illusion de vie, mais ils n'ont aucune profondeur, aucune vraie conscience. Quand on leur parle, ils suivent un script, et si on s'éloigne trop de ce script, ils buguent, ils se bloquent, incapables de s'adapter. C'est exactement l'impression que j'ai en discutant avec la plupart des gens. Et le plus perturbant, c'est que ce n'est pas seulement un ou deux individus, c'est la grande majorité des gens que je rencontre. J'ai l'impression de vivre entouré de PNJ, personnages non-joueurs, tous répétant les mêmes répliques,
suivant les mêmes trajectoires, incapables de dévier, incapables de penser autrement. Quand j'aborde des sujets sensibles, des vérités un peu dérangeantes, c'est comme si je heurtais un mur invisible. Ils se ferment, se replient sur eux-mêmes, se mettent à débiter des phrases qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne sont pas méchants, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils sont programmés pour suivre la norme, pour répéter ce qu'ils entendent, pour rester dans la sécurité de l'opinion majoritaire. C'est comme si leur esprit était en veille, réagissant uniquement aux stimuli les plus simples, rejetant tout ce qui pourrait menacer l'intégrité de leur système de pensée. Mon club de lecture était mon échappatoire, un endroit où je pouvais discuter de littérature avec des gens passionnés. On parlait de tout, classiques, nouvelles, et même des essais sur la société. Un jour, j'ai proposé un livre qui m'avait marqué, traitant de l'influence des grandes entreprises sur les médias et la manière dont elles façonnent les opinions publiques. Je pensais que ce sujet, bien que controversé, pourrait donner lieu à des discussions intéressantes. Mais dès que j'ai énoncé le titre, l'ambiance a changé. Les sourires polis se sont effacés et j'ai entendu quelques murmures. Une des membres du groupe, qui d'habitude était la première à encourager les suggestions de lecture, a secoué la tête en disant « On ne va pas lire des trucs de ce genre ici. Ce n'est pas un club de conspiration. » J'étais surpris, car ce livre avait été écrit par un auteur respecté et documenté. J'ai essayé de défendre mon choix, mais tout le monde s'y est opposé d'une seule voix. Ils m'ont reproché de vouloir polluer le club avec des idées subversives. J'étais blessé, car je ne cherchais qu'à lancer un débat honnête sur un sujet qui me paraissait pertinent. Un autre membre, avec qui je m'entendais bien jusque-là, a dit sèchement « Si tu veux parler de ces choses-là, va le faire sur les forums, mais pas ici. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus le bienvenu. Le club de lecture, qui était un lieu de refuge intellectuel pour moi, s'était refermé. J'ai cessé de proposer des livres et j'ai assisté aux réunions en silence pendant quelques semaines, observant comment les sujets légers et superficiels étaient abordés, alors que tout ce qui pouvait susciter un vrai débat était rejeté d'emblée. Finalement, j'ai arrêté de venir. Je n'avais plus ma place parmi eux. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de me dire qu'il suffit d'une suggestion, d'un livre, d'une simple idée pour se retrouver mis à l'écart. Je me souviens de cette réunion comme si c'était hier. Depuis plusieurs années, je faisais partie d'une association féministe locale, un espace de discussion où l'on abordait des sujets variés sur les droits des femmes, l'égalité des sexes et les problématiques sociétales touchant les femmes. C'était un endroit où je me sentais en sécurité, où je pensais pouvoir exprimer mes opinions sans crainte d'être jugé ou attaqué. Les réunions étaient toujours pleines de passion, de respect mutuel et d'un désir sincère de comprendre et de défendre les femmes sous toutes leurs formes. Mais ce soir-là, tout a basculé. Le sujet de la discussion était l'inclusion des personnes transgenres dans les compétitions sportives féminines, un débat qui faisait de plus en plus de vagues à l'échelle nationale. En tant que féministe de longue date, j'ai toujours cru en l'importance de protéger les acquis durement gagnés pour les femmes et de lutter contre toute forme de discrimination. Mais j'étais préoccupé par une tendance récente, la participation d'athlètes transgenres, nés de sexe masculin, dans des compétitions sportives féminines. Je pensais que c'était un sujet délicat, qui méritait une discussion ouverte et respectueuse. J'ai donc pris la parole. J'ai expliqué, calmement, que bien que je soutienne totalement les droits des personnes transgenres, je trouvais problématique que des femmes trans participent à des compétitions féminines, car elles pouvaient posséder des avantages physiques hérités de leur biologie masculine. J'ai souligné que ce n'était pas une question d'exclusion ou de haine, mais de protection des catégories sportives pour assurer une équité de compétition entre les femmes. Et, pour être honnête, je pensais que ce point de vue pouvait être discuté, débattu avec nuance, car il s'agissait d'un équilibre complexe entre inclusion et justice sportive. Mais dès que j'ai terminé de parler, j'ai senti l'atmosphère se glacer dans la salle. Comme si, d'un coup, un interrupteur avait été actionné. Le silence s'est installé, lourd et pesant. Puis, d'un coup, plusieurs voix ont éclaté en même temps. Des gens que je connaissais bien, qui m'avaient toujours soutenu, se sont mis à parler d'un ton sec et agressif. « Comment peux-tu dire ça, c'est transphobe, tu exclus des femmes sous prétexte de protéger qui ? Toi-même, m'ont-ils accusé. » Les mots sortaient comme des lames.
Je ne les reconnaissais pas. J'ai essayé de répondre, de dire que je ne cherchais pas à exclure, que j'essayais seulement de soulever une question de justice dans les sports. Mais c'était peine perdue. C'était comme si d'un coup, les personnes en face de moi s'étaient transformées en agents d'un système, prêts à me réduire au silence pour avoir osé défier une norme qu'ils considéraient comme inattaquable. Je les voyais, un à un, les visages crispés par une colère incompréhensible, réagir comme un seul corps, défendant avec une ferveur presque automatique ce qui devait être défendu, selon eux. L'une des membres les plus influentes de l'association, que j'admirais et respectais énormément, s'est levée brusquement. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de mépris, comme si tout ce que j'avais fait avant n'avait plus aucune importance. « Ce genre de discours n'a pas sa place ici », a-t-elle dit d'une voix dure. « Nous ne tolérerons pas des propos qui minimisent l'expérience des femmes trans. Si c'est ta position, peut-être que tu devrais revoir ta place dans ce groupe. » Je suis resté sans voix. J'ai tenté de me justifier, de dire que je n'étais pas contre les droits des femmes trans, mais que la question de la biologie dans les sports était complexe et méritait réflexion. Mais à chaque tentative, j'étais coupé par des voix qui me disaient que je devais fermer ma bouche, que je ne comprenais rien, que j'étais une traîtresse au mouvement féministe. C'était comme si, d'un coup, ces personnes n'étaient plus elles-mêmes. Leurs visages familiers étaient devenus des masques de froideur et de rejet, défendant avec une synchronisation parfaite une idéologie qui n'acceptait aucune remise en question. Le choc le plus dur a été lorsque l'une de mes amies proches, avec qui j'avais partagé tant de combats pour les droits des femmes, a pris la parole. « Je n'aurais jamais pensé entendre ça de toi », a-t-elle murmuré, presque avec dégoût. « Peut-être qu'il est temps que tu partes, pour que nous puissions continuer sans être minés par ce genre de discours. » J'ai senti mon cœur se briser. Elle, parmi toutes les autres, je pensais qu'elle me défendrait au moins, qu'elle chercherait à comprendre mon point de vue, à avoir une discussion honnête. Mais non. Elle avait, elle aussi, revêtu le masque de l'agent Smith. À cet instant, j'ai vraiment eu l'impression d'être face à quelque chose de bien plus grand que ces personnes. C'était comme si un programme invisible s'était activé, les transformant tous en défenseurs zélés d'une cause qui ne tolérait aucune nuance. Je me suis levé, sentant les larmes me monter aux yeux. Jamais je ne m'étais senti aussi seul et trahi. Tout ce pourquoi nous avions lutté, tout ce que nous avions partagé n'avait plus aucune valeur. J'étais devenu, en quelques minutes, une ennemie du groupe, simplement pour avoir osé émettre une opinion différente. Je suis parti avant la fin de la réunion, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. J'ai su, dès ce moment, que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cette association. Le lendemain, j'ai reçu un mail laconique du comité, m'informant que, suite aux événements de la veille, ma présence n'était plus souhaitée et qu'il me remerciait pour mes contributions passées. Aucune discussion, aucune possibilité de défendre mon point de vue. Juste une mise à l'écart brutale et définitive. Depuis cet incident, je n'ai plus osé m'impliquer dans un groupe féministe. J'ai compris que, malgré toutes les belles paroles sur l'inclusion et la diversité, certaines idées sont tout simplement interdites. Ce soir-là, j'ai vu l'agent Smith se réveiller dans le regard de mes camarades. Ils n'étaient plus des amis, des alliés, mais des défenseurs d'un système qui refuse toute remise en question. Tout a commencé par une simple réunion d'équipe. On discutait des mesures à prendre pour améliorer le bien-être des employés après la période difficile que l'on venait de traverser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu la mauvaise idée de mentionner quelques études que j'avais lues sur les effets du télétravail à long terme et sur certaines solutions alternatives qui n'étaient pas encore adoptées dans notre entreprise. Rien de révolutionnaire, mais apparemment, ces articles étaient un peu trop hors cadre pour plaire à tout le monde. Je me suis vite rendu compte que j'avais touché une corde sensible. Mon manager m'a interrompu d'un ton sec, disant que ce n'était pas le moment de divaguer et que ses idées ne s'alignaient pas avec la politique actuelle de l'entreprise. Je n'ai pas insisté, pensant que ce n'était pas grave, que je pouvais toujours en discuter plus tard avec lui en privé. Mais à la fin de la réunion, il m'a demandé de rester. Je pensais qu'il voulait des précisions ou qu'il souhaitait parler en toute discrétion. Au lieu de ça, il m'a dit froidement, « Écoute, je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ce genre de discours, on ne l'accepte pas ici. Si tu veux garder ta place, concentre-toi sur ce qu'on te demande. » Je me suis retrouvé bouche bée. C'était la première fois que je me faisais rappeler à l'ordre de cette façon.
Tout ça pour avoir cité des études que je croyais pertinentes pour l'amélioration de l'équipe? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, le département RH m'a contacté pour un entretien de suivi. Là encore, j'ai dû écouter un discours sur l'importance de l'unité et de la cohésion dans l'entreprise. Ils m'ont gentiment fait comprendre que mes interventions dérangeaient et qu'il valait mieux que je reste dans le cadre des discussions approuvées par la direction. Je me suis senti piégé. Je n'avais jamais pensé que poser des questions ou proposer de nouvelles idées pouvait devenir un problème au point de me faire convoquer par les RH. Depuis, je suis devenu beaucoup plus prudent. Je ne partage plus rien de ce que je lis ou découvre en dehors des sujets approuvés. C'est comme si on m'avait verrouillé l'esprit, me forçant à m'auto-censurer. Ce qui est ironique, car l'entreprise prône sans cesse l'innovation et l'ouverture d'esprit. Mais dans les faits, dès que vous sortez des clous, il s'assure que vous reveniez vite dans le rang. C'était l'été dernier, lors d'un voyage au Portugal. J'avais pris quelques jours de vacances pour explorer Lisbonne et j'avais rencontré un groupe de voyageurs internationaux à mon auberge de jeunesse. On était assis dans le patio, avec des bières fraîches, à discuter de tout et de rien. Le groupe était diversifié, avec des gens venus d'Australie, d'Italie, du Brésil, et même d'un pays africain dont je ne me souviens plus le nom. Tout le monde partageait ses expériences et ses opinions sur les sujets du moment, l'économie, l'environnement, la politique internationale. C'était un moment agréable, une discussion comme je les aime, ouverte et sans jugement. Mais tout a basculé quand j'ai évoqué la politique étrangère de certains pays occidentaux, notamment l'ingérence des grandes puissances dans les affaires internes de certaines nations du Moyen-Orient et d'Afrique. J'ai parlé de certains scandales d'espionnage industriel, des manipulations géopolitiques et des conséquences désastreuses pour les populations locales. Rien de particulièrement nouveau, pensais-je, juste des faits qui, selon moi, étaient connus de tous. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait, mais le silence est tombé. Un silence pesant, lourd de désapprobation. Puis, un des gars australiens a éclaté de rire, un rire forcé, presque nerveux. « Oh, on a un amateur de complot ici », a-t-il lancé d'un ton moqueur. Je me suis senti déstabilisé. Je n'avais pas l'impression d'avoir dit quelque chose de si extrême. J'ai répondu calmement que ce n'étaient pas des théories, mais des faits, que les informations étaient disponibles pour ceux qui prenaient le temps de chercher. C'est là que la discussion a pris un tournant étrange. Le ton de certains est devenu agressif, presque méprisant. Un Italien m'a accusé de vouloir justifier des dictatures en accusant les démocraties occidentales. Une femme brésilienne, jusque-là très amicale, m'a interrompu. Les médias disent peut-être des conneries parfois, mais ce n'est pas une raison pour croire n'importe quoi sur Internet. Je me suis retrouvé à me défendre, à essayer de leur expliquer que ce n'était pas une question de médias ou de croyances, mais de rechercher des perspectives différentes. J'ai même tenté de donner des exemples, des documents déclassifiés qui prenaient la poussière dans les archives publiques. Mais plus je parlais, plus leur regard se durcissait. À ce moment-là, j'ai ressenti une sorte de malaise, comme si j'étais devenu une sorte de bête de foire, un individu dont il fallait se méfier. J'ai alors tenté de calmer le jeu, de leur dire que je ne cherchais pas à convaincre qui que ce soit, que je partageais juste mon point de vue. Mais c'était trop tard. Le groupe avait déjà pris sa décision. Petit à petit, les gens se sont éloignés, prétextant qu'il se faisait tard, qu'ils allaient se coucher. Au final, je me suis retrouvé seul sur le patio, avec mes pensées et une sensation amère de rejet. Je faisais partie d'un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes. Nous étions une dizaine à nous retrouver chaque semaine dans une petite salle communautaire. Chacun venait avec ses propres bagages, des histoires souvent difficiles à entendre. Mais c'était un espace de bienveillance, où l'on pouvait parler sans crainte d'être jugé. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce jour-là. Ce soir-là, le thème de la discussion était l'anxiété provoquée par les informations et la manière dont nous gérions le flot constant de nouvelles négatives. Certains parlaient de couper complètement les médias, d'autres disaient qu'ils se réfugiaient dans des activités artistiques pour échapper au stress. Lorsque mon tour est venu, j'ai voulu partager mon point de vue, que l'une des sources de cette anxiété était le manque de transparence des médias,
leur tendance à minimiser ou à déformer certains événements. J'ai expliqué que j'avais fait beaucoup de recherches sur ce sujet, que j'avais découvert que certains faits étaient souvent déformés pour s'aligner sur des agendas politiques ou économiques. À peine avais-je terminé ma phrase que j'ai senti la tension monter. L'animatrice du groupe, qui d'habitude m'écoutait avec bienveillance, m'a interrompu en disant que ce n'était pas le lieu pour propager des thèses conspirationnistes. J'étais choqué. J'avais juste parlé d'un point de vue que je croyais pertinent par rapport au sujet du jour. Une autre participante a alors dit que mes propos la mettaient mal à l'aise et qu'elle préférait ne plus parler si ce genre de sujet était abordé. Tout s'est enchaîné rapidement. Les autres ont commencé à dire qu'ils étaient d'accord, que ce genre de discussion n'avait pas sa place dans un groupe de soutien. J'ai essayé de m'expliquer, de dire que je ne faisais qu'exposer une cause potentielle de leur anxiété, que peut-être cela pourrait aider certains d'entre nous à comprendre ce sentiment d'impuissance qu'on ressentait tous face aux médias. Mais rien n'y a fait. Tout est parti d'un cours de sociologie qui portait sur les inégalités sociales. Le professeur, une figure respectée du département, nous a présenté un modèle classique expliquant comment la société est structurée. En écoutant ces explications, je me suis souvenu d'un article récent qui proposait une analyse différente, explorant des causes plus complexes liées à l'accès à l'information et aux biais médiatiques. J'ai levé la main pour partager cette perspective, pensant que cela enrichirait le débat. Mais dès que j'ai commencé à parler, le professeur m'a interrompu sèchement, « Nous n'aborderons pas ces théories non prouvées en classe. » Je me suis senti humilié, mais j'ai essayé de continuer, expliquant que cet article se basait sur des études académiques reconnues. Il m'a alors lancé un regard froid et a déclaré devant toute la classe, « Si vous voulez discuter de théories marginales, faites-le ailleurs. Ici, nous restons dans le cadre académique. » Je me suis rassis, rouge de honte. Après le cours, plusieurs étudiants sont venus me voir. Je m'attendais à ce qu'ils me soutiennent ou qu'on puisse en parler calmement. Au lieu de ça, ils m'ont dit de ne plus remettre en question ce que disait le professeur, que je risquais d'être perçu comme un fauteur de troubles. Quelques-uns m'ont carrément accusé d'avoir une mauvaise influence sur le groupe. J'étais abasourdi. Je pensais que l'université était un lieu d'échange d'idées, où l'on pouvait explorer différentes perspectives. Mais apparemment, même ici, certaines choses ne se discutent pas. Les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que les gens évitaient de s'asseoir à côté de moi en classe. On ne m'invitait plus aux discussions après les cours. Et un jour, j'ai même reçu un mail de la direction me conseillant de rester dans le programme académique officiel si je souhaitais éviter des complications. C'est là que j'ai compris, il y avait des lignes invisibles que je n'avais pas vues, des lignes qu'il ne fallait surtout pas franchir, sous peine de se retrouver complètement isolé. C'était lors d'un dîner chez nous, un de ces moments où tout le monde est censé se détendre et passer un bon moment. Ma femme avait invité 2 de ses amies de longue date, des femmes que je connais depuis des années, qui ont toujours été courtoises et agréables. La soirée se déroulait bien, entre discussions légères et anecdotes amusantes sur la vie de famille. Puis, la conversation a glissé vers l'éducation des enfants et ce qu'ils apprenaient à l'école. Un sujet qui, je le savais, pouvait devenir sensible, mais je ne m'attendais pas à ce que la discussion prenne la tournure qu'elle a finalement prise. Les amis de ma femme parlaient des réformes éducatives, notamment l'introduction de plus en plus poussée de contenus sur les identités de genre, la sexualité, et la nécessité de normaliser ces sujets dès le plus jeune âge. Elles trouvaient cela formidable que l'école soit un lieu inclusif. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin de donner mon avis. Après tout, en tant que parent, je pense que j'ai mon mot à dire sur ce que mes enfants apprennent à l'école, surtout quand cela touche à des sujets aussi complexes et controversés. J'ai donc exprimé mon inquiétude. Je leur ai dit que, selon moi, ce type de contenu, lorsqu'il est introduit trop tôt, pouvait causer plus de confusion que d'éducation chez les enfants. J'ai partagé mon ressenti, que ces programmes n'étaient plus centrés sur l'acceptation des différences, mais qu'ils semblaient de plus en plus orientés vers une sorte de militantisme agressif, voire même une forme d'hypersexualisation. J'ai cité des exemples récents que j'avais lus dans des articles, des histoires de drag queens invitées dans des bibliothèques d'écoles maternelles pour éduquer les enfants, des livres avec des illustrations explicites sur des pratiques sexuelles distribuées à des élèves de 10 ans à peine. Et puis,
il y a eu cette affaire dans une école voisine où les enfants avaient été encouragés à choisir un prénom de genre neutre pour la journée sans que les parents en soient informés au préalable. Au début, elles m'ont regardé avec un mélange de surprise et de désapprobation. Je pouvais déjà sentir que je marchais sur des œufs, mais j'ai continué, en soulignant que ces initiatives, loin de favoriser une véritable tolérance, semblaient souvent aller beaucoup trop loin. J'ai parlé du fait que les messages véhiculés par certains activistes étaient passés de la simple acceptation à une promotion presque dogmatique de l'idée que tout doit être centré autour de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ce qui, à mon sens, ne devrait pas être la priorité quand on s'adresse à des enfants en bas âge. Et là, j'ai vu leur réaction. Littéralement, leurs visages se sont décomposés. D'abord un silence, puis des sourcils froncés, des lèvres pincées. L'une d'elles, qui avait jusque-là ri et plaisanté toute la soirée, s'est soudain raidie. Je l'ai vue détourner les yeux, visiblement mal à l'aise. Je sentais que ce que je disais les heurtait, mais il n'y avait pas de colère, pas encore. Juste une sorte de rejet instinctif, presque automatique. J'ai poursuivi, leur expliquant que ce qui me dérangeait le plus, c'était cette impression que tout devait tourner autour de la sexualité, même quand ce n'était pas pertinent. Par exemple, pourquoi devrait-on montrer des vidéos expliquant les préférences sexuelles dans des classes de primaire? Ou pourquoi donner à des enfants de 7 ou 8 ans des brochures sur les relations intimes? On parle d'enfants qui ne sont même pas encore entrés dans la puberté, qui ne comprennent même pas encore ce qu'est une relation amoureuse normale, et on leur demande de réfléchir à des concepts comme le genre fluide ou la sexualité. C'est absurde. J'ai évoqué un autre exemple, dans une école du district voisin, ils avaient organisé une semaine des genres, où chaque jour, les enfants étaient invités à venir habillés selon un genre différent de celui qu'ils s'identifiaient normalement. Tout cela sous prétexte de déconstruire les stéréotypes. Mais à mon avis, cela faisait plus de mal que de bien, semant la confusion dans des esprits qui ont encore besoin de stabilité. Je pouvais presque sentir leur gêne s'épaissir dans l'air. Elles s'échangeaient des regards furtifs, cherchant peut-être à se rassurer mutuellement. Mais ce qui était étrange, c'était de voir à quel point elles semblaient mal à l'aise, non pas parce qu'elles avaient des contre-arguments à mes propos, mais parce que ce que je disais semblait heurter un dogme auquel elles se sentaient obligées de croire. L'une d'elles a finalement pris la parole, sa voix légèrement tremblante. Elle a dit que ce n'était pas aussi grave que je le pensais, que ces initiatives étaient censées ouvrir l'esprit des enfants, leur apprendre la tolérance. Mais je voyais bien qu'elle n'y croyait pas totalement. Ces mots sonnaient faux, comme une récitation automatique de ce qu'elle avait entendu des médias ou des influenceurs militants. Alors, j'ai posé une question simple. Est-ce qu'elle trouvait vraiment normal d'apprendre à des enfants ce que signifiait pansexuel ou polyamoureux avant même qu'ils comprennent ce qu'est un simple sentiment amoureux? Là, elle a baissé les yeux, un rictus crispé aux lèvres, incapable de répondre. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une question d'argument ou de logique. C'était une bataille contre un programme mental, un réflexe de défense du système. Même si elle n'avait aucune réponse à mes questions, même si elle n'avait rien de concret à me rétorquer, elle refusait de changer d'avis. Elle s'accrochait à ses idées parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire, parce que tout autour d'elle disait que c'était ainsi qu'il fallait penser. C'était comme voir l'agent Smith se réveiller dans leur regard. Leur rôle n'était pas de débattre ou de réfléchir, mais de défendre le système, de maintenir la cohésion d'un discours accepté par tous. L'ambiance s'était refroidie, et tout à coup, je me suis senti seul. Je savais que, quoi que je dise, cela ne servirait à rien. Elles n'avaient pas envie d'écouter, pas envie de remettre en question ce qu'on leur avait inculqué. J'ai terminé mon propos calmement, en disant que je comprenais leur point de vue, mais que je pensais que nous devrions avoir le droit de discuter de ces sujets sans être immédiatement mis dans une case de réactionnaire ou d'intolérant. La soirée s'est terminée dans une sorte de malaise palpable. Les discussions ont continué sur d'autres sujets, mais le cœur n'y était plus. Elles ont fini par partir plus tôt que d'habitude, prétextant de la fatigue. En rangeant les verres après leur départ, j'ai échangé un regard avec ma femme. Elle n'avait rien dit pendant toute la conversation, mais je pouvais voir qu'elle était mal à l'aise aussi. Elle m'a juste murmuré un « on en reparlera plus tard » avant de monter se coucher. Ce soir-là, j'ai compris que certaines discussions ne menaient nulle part. Que même les gens qu'on croit proches de nous peuvent réagir comme des automates programmés pour défendre des idées, même si, au fond, ils n'y croient pas vraiment.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.